Bonjour Fabrice. Bonjour Laurence. Merci d'être venu pour cet hommage à François Villers. Oui. Je sais que vous l'avez croisé à plusieurs reprises. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu les conditions de vos rencontres avec François Villers? François, j'ai fait sa connaissance dans le cadre des éditions traditionnelles, le fameux haut lieu de la tradition ésotérique, au 11 quai Saint-Michel. Oui, pas loin d'ici. Lieu que je fréquentais, comme beaucoup d'astrologues et autres, amoureux de la tradition, et c'est là que j'ai fait sa connaissance, puisqu'à l'époque, il donnait des consultations dans l'arrière-boutique. Il donnait déjà des consultations et chinoises et occidentales. Ah oui. Et je l'ai connu dans les années 90. D'accord. Voilà. Par l'intermédiaire d'André et Nicole, puisque c'était un familier des lieux. C'est là où j'ai fait sa connaissance avec José Lugol. Ah oui, donc vous avez... Aussi, voilà. Donc on a très très vite sympathisé, voilà. Voilà le point de départ. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de l'ambiance aux éditions traditionnelles? Donc, tout le monde se croisait. Ah oui, c'était vraiment l'endroit des passionnés, là. Ouais. Des gens qui cherchaient, qui se questionnaient, vraiment. Puis un lieu, comment dirais-je, historique. Ouais. Puisque c'était l'endroit où était passé Guénon, Papus, enfin... Le lieu était chargé en mémoire, vraiment. Alors, moi, les éditions traditionnelles, j'y ai mis les pieds la première fois, j'avais 17 ans. Ouais. Je suivais des cours d'astrologie et j'étais allé me procurer les livres éphémérides, table des maisons, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas d'ordinateur, et puis le fameux tampon. Ah oui. Pour monter les thèmes. Donc, ouais. J'ai mis les pieds aux éditions traditionnelles, j'avais 17 ans. D'accord. Et c'est vrai que c'était l'endroit où... Et puis c'est là où on faisait des connaissances. Et puis André et Nicole, qui étaient pour beaucoup les maîtres des lieux. André qui est extrêmement communicatif, agréable. Enfin voilà, c'était un lieu vraiment où, quand on voulait trouver vraiment un questionnement ésotérique, dans l'acception large, c'était l'endroit où il fallait aller. D'accord. Ouais. Et donc, vous croisiez André Barbeau Oui, bien sûr. Alors, les éditions traditionnelles, c'est la revue L'Astrologue, avec comme rédacteur en chef André Barbeau, également, bien sûr, qui a duré pendant plus de 40 ans. Énorme. Ouais. Et qui est-ce que vous croisiez d'autres Écoutez, il y avait du monde. Anecdote. J'avais croisé un jour, c'était Mireille d'Arc. Elle venait s'acheter ses bouquins d'astro, puis André avait dit, tiens, il y a un astrologue qui va vous conseiller. Et moi, j'étais en train de regarder les livres dans les étagères, je n'avais pas vu que c'était elle. Et André, avec son humour très... Il a un Mercure en Gémeaux, André. Tiens, Fabrice, il y a une jeune étudiante, et je me retrouve devant Mireille d'Arc, quoi. Je me suis dit, c'est une plaisanterie. Et non, c'était pas une plaisanterie, c'était bien elle. Et donc... je l'avais conseillé dans ses livres d'astro. Une petite anecdote, quoi. Parce que c'est un endroit où c'était fréquenté aussi par des personnalités qui s'intéressaient à l'astrologie, et elles venaient là pour être guidées et avoir les bons ouvrages. D'accord. Donc, on rencontrait une foultitude de personnes, moult et variées. Les traditionalistes purs guénoniens, les purs et durs. Après, il y avait un peu plus la tendance martiniste avec Papus. Enfin, c'était foisonnant. Et c'est vrai que c'est un lieu qui manque. Eh bien oui. Alors, de toute façon, tous ces lieux ont disparu. Parce que derrière les éditions traditionnelles, rue de la Huchette, il y avait la table d'émeraude, qui était un endroit fantastique aussi. La table d'émeraude, c'était là aussi, c'était une mine. Et tous ces endroits ont disparu. Ouais, malheureusement. Alors quand je repasse maintenant devant le 11 quai Saint-Michel, je vois ce que c'est devenu. J'ai toujours un petit moment de nostalgie, quoi, et de mélancolie. Ouais. Et donc, il y avait une salle derrière où il y avait une grande salle où il y a eu des astrolibertés qui ont été organisées par Didier Gélin. On se réunissait pour faire des thèmes en aveugle. D'accord. Et il y avait du monde. On était quelquefois à 35-40. C'est énorme. Donc, les Astroliberté, oui, parce que moi, j'ai rencontré Didier, mais c'était déjà chez lui, dans le 11e, là. Oui, bien sûr, parce qu'il donnait ses cours chez lui. Voilà. Et il y a eu la création des Astrolibertés, également années 90, animée par Didier Gélin. Alors, il y avait tous les courants astrologiques. Les humanistes, les karmiques, les symboliques qui étaient là, et on échange de connaissances. D'accord. Voilà. Et il y avait un autre endroit où il y avait des consultations, et François a donné ses consultations. Il a également animé des conférences. Il a fait quelques conférences, là. Oui. Et José Lugol, donc, était là aussi? Ah oui, José était là. Alors José, évidemment, c'était un personnage. Caractère. C'était une personnalité. José était très branché sur les vies antérieures. Alors, le côté très agréable chez François, c'est qu'il était très rigoureux, très capricorne.
Mais ce que j'aimais beaucoup, c'est qu'il n'était pas sectaire. Il avait une très grande ouverture d'esprit. C'est-à-dire qu'il était quand même aussi. Exactement. Et il s'intéressait à tout, les vies antérieures, l'occultisme. Il était très curieux, très ouvert. C'était pas un étroit. Ouais. Hein, donc, moi j'aimais bien parce que quand on se rencontrait, en fin de compte, on parlait beaucoup plus d'occultisme, on parlait beaucoup plus de ça que d'astrologie. Voilà. Et alors, ce qui était très drôle, anecdote, il était, comme il faisait les vies antérieures avec José, et alors il était convaincu, ça me fait rire quand j'y repense, il était convaincu, enfin quand je ris, ça m'amuse, que j'étais la réincarnation de Papus. Alors, ah bon, j'ai fait comme ça, bon, bah écoute, il me dit oui. Et José Lugol, non, pas d'accord, il faisait, pas d'accord. Ah, il dit si, non, pas d'accord. C'est du mimétisme, lui dit-elle. Et moi, je dis à José, j'ai fait, pour qu'il y ait du mimétisme, il aurait fallu que je connaisse Papus et que je sois à son contact. Donc j'ai fait, et non, t'étais un guerrier mongol, hein, sanguinaire, t'as coupé des... Alors d'un côté, j'étais Papus, et de l'autre côté, j'étais un guerrier mongol, sanguinaire. Ça me plaisait bien. Les deux me plaisaient. Et c'était marrant, tous les deux. C'était c'était un couple atypique, hein, vraiment. Hein. Ah, oui. Puis très lié, très en osmose. Oui, bah, il était fou amoureux d'elle. Oui, mais ça se sentait. Il avait une admiration. Ça se tentait. Ah oui, il avait une vénération pour elle. Hein. Oui. Et puis j'ai fait mes degrés Reiki avec lui. Ah, d'accord. Il était maître Reiki. Oui, bien sûr. Et un jour, avec André Brère, édition traditionnelle, André me dit, tu sais, je me suis inscrit au premier degré de Reiki avec François. Je ne sais plus, c'était à Asnières, non, en banlieue, il était Palaiseau, voilà. Ah, j'ai fait, et moi, je me dis, tiens, je vais m'inscrire, moi aussi, on va y aller. Alors là, ça a été quelque chose, parce que c'était un groupe Reiki ingérable, avec des Gémeaux. Je devais être le seul scorpion du groupe, et là, François était fou. Parce que ça parlait dans tous les sens, il n'arrivait pas à gérer, on s'est beaucoup amusé. Hein. Donc j'ai fait les 2 degrés Reiki, je n'ai pas fait le 3e, avec François. Oui, parce qu'André Brère, il en parle dans un des livres, apparemment ça l'a bien aidé le Reiki. Oui, mais il l'a pratiqué beaucoup, moi aussi, mais il l'a énormément pratiqué, André, beaucoup mis en application pour des proches. Et pour lui, hein. Oui. Oui, c'est vrai que c'est un des indépendants de François qu'on connaît moins. Pourtant, il en a parlé dans... Il a carrément... Il a écrit un livre ? Oui, tout un livre dessus. C'est l'astrologie, oui, exactement. Oui. Astrologie, Reiki, Vovi, parce qu'il pratiquait aussi le Vovi, la méditation vietnamienne. Oui. Et donc, avec toutes les photos, Oui, le Reiki était vraiment... C'était une des dernières disciplines. Pour lui, l'astrologie, c'était une spiritualité qui allait de pair avec une pratique régulière de... Oui, et puis pour lui, l'astrologie est une ouverture. Et c'est vrai que l'astrologie doit être une ouverture. Hein, alors après, évidemment, ça dépend après des tempéraments de chacun. C'est toujours pareil. Hein. Oui. Mais pour lui, c'était vraiment une ouverture, l'astrologie. Hein. Donc astrologie chinoise, Reiki, pour lui, c'était un même tronc. Oui. Donc, voilà. Hein. Et puis après, il s'est mis, alors ça, je ne sais pas si il a fréquenté beaucoup Gérard Attias, il s'est mis dans la bioastrologie, parce qu'effectivement, il disait qu'il faut tenir compte qu'un thème astral, c'est celui de plusieurs personnes et qu'il faut vraiment l'individualiser. Absolument. Et connaître la mémoire cellulaire, le projet sang des parents. Oui. Ah oui, ça c'est fondamental. Ouais. Ah oui. Ça, c'était... Alors là-dessus, par contre, je le voyais moins à cette époque-là. Je le suivais à distance. Mais je ne l'ai pas trop suivi sur cette voie-là. Je sais qu'il s'était beaucoup intéressé au tarot aussi. Oui. Énormément. Oui. Hein. Enfin bref, c'était l'ouverture, l'intérêt à tout. Oui. Et c'est ça qui était agréable. Hein. Il a eu son passage aussi quand il est parti en Inde. Il a rencontré Satyajit Baba. Ça fait l'objet. Pas un grand voyageur, mais je sais mais il l'a fait quand même. Hein. Oui. D'ailleurs, ça fait l'objet d'un cours en chinois, je crois, uniquement sur le thème de Satyajit Baba. Il y a un cours, hein, parce que moi, j'avais commencé à suivre des cours en chinoise avec lui. D'accord. À l'époque. Et puis j'ai lâché parce que je faisais ça par correspondance. Et c'était trop, quoi. C'est complexe. Pas le temps de faire tout. Non. Donc j'ai arrêté, mais c'est passionnant, l'astrologie chinoise. Hein. Vraiment, hein. Ouais. Oui, toi tu la pratiques. Bah oui. Enfin, oui. Moi je dis souvent c'est du chinois, c'est vraiment. C'est un autre monde. Ouais. Hein, c'est un autre paradigme, une autre approche. Il faut voir que nous on travaille en occidental, on travaille avec 10 planètes. Eux ils ont 111 énergies en fait. Hein, donc il faut jongler avec tout ça.
Mais c'est vrai que, bon, vous travaillez aussi avec le tarot, c'est vrai qu'on dit que l'astrologie en elle-même, enfin, il faut qu'elle s'accompagne d'une autre discipline, en fait, pour... Alors, je sais pas, bon, après... André Barbeau, lui, c'était un pur uranien spécialiste. André, en dehors de l'astrologie, point de salut. Hein. Ouais. Là, c'est clair, c'était pas la peine de lui parler d'autre chose. Il écoutait très... Il était très agréable, mais il n'y avait aucune possibilité d'établir un lien. Et c'était, Alors, en même temps, ce côté-là, chez lui, c'est ce qui lui a permis de bâtir l'œuvre qu'il a bâti, André. Ouais. Plus de 1240 articles, ouais. 40 livres, enfin, énorme. C'est ce côté uranien, centré sur un objectif, et voilà, ça lui a permis de faire l'œuvre qu'il a bâti. Hein. Bah oui. Voilà. Alors après, ça dépend les tempéraments. Moi, j'ai besoin du tarot, parce que j'ai une conjonction Mercure-Neptune en Scorpion, donc j'ai besoin de m'échapper au bout d'un moment du thème, besoin de partir. Et le tarot permet justement cet élément beaucoup plus lié à la perception, à l'intuition. Oui, c'est ça. Voilà, oui. J'ai besoin de ça. Après, il y a des astrologues qui n'en ont pas besoin, qui sont très, très astro purs. Oui, hein. Mais souvent ils combinent avec la numérologie. Ou avec, oui, c'est vrai, oui. Oui, astronumérologue, il y en a beaucoup, c'est vrai. Oui. Mais bon, enfin en tout cas, c'est vrai que François, lui, il ne pas qu'il touchait à... Non, il ne touchait pas à tout parce qu'il y avait une cohérence dans son parcours. Hein. C'est ça. Il y avait quand même une cohérence, c'était pas n'importe quoi, c'était pas un New Age. Hein. Non. Il n'était pas Capricorne pour rien, non, avec un Saturne au D'ailleurs, il était l'héritier de Claire Sant'Agostini, quand même, il faut le dire. Oui, Astrologie globale, hein. Oui. Et ses cours étaient très bien faits, ses cours par correspondance. On n'a jamais démordu. Hein. Ah oui, très bon. D'ailleurs, moi, jusqu'à ces derniers temps, quand des personnes me demandaient de leur donner des cours, moi je ne leur donne pas, je les envoyais vers François. Hein. D'accord. J'ai dit, vous contactez François Villiers, vous allez avoir une base énorme. Oui. Oui, c'était la structure. Ah oui, ses cours sont pas... il était ingénieur de formation. Hein. Oui, exactement. Donc on voit le Capricorne, des cours très bien bâtis, carrés. Ah oui. Non, ses cours étaient remarquables. Alors je ne sais pas qui va prendre l'héritage de tout ça, parce qu'il laisse quand même une somme énorme. Alors les cours vont perdurer. Oui. Il y a José González, l'ancien Logistel, qui a repris qui a créé le logiciel exprès pour l'astrologie chinoise, et qui va gérer les cours de François. Ah, très bien. Mais c'est vrai qu'ils sont toujours en ligne, et pour les gens qui veulent se former soit à la méthode globale ou à l'astrologie chinoise, ils sont là. Hein. Ah, très bien. Oui. Bon, c'est bon à savoir, pour diriger les gens. Oui, d'accord. Et vous, qu'est-ce que vous pensez de la méthode globale ? Ah, c'est très bien. Alors, moi, j'ai commencé l'astrologie, pour parler un tout petit peu de moi, pour répondre justement à votre question. J'avais commencé avec Claire Jacquin, qui était une élève d'Hadès, direct. D'accord. Je suis rentré en astrologie comme ça parce que je connaissais rien. Je voulais faire d'astrologie. Donc j'avais demandé à ma mère de m'offrir des cours. Elle m'a offert des cours. J'ai vu Claire Jacquin, je suis allé chez elle, comme j'aurais pu très bien aller chez un autre. Hein. Alors, formation à la Hadès, quand même basique, très carré, refusant les aspects dissociés. Enfin, vraiment, la méthode, quand même très... Hadès était un guénonien, donc c'était très bon. Et pourquoi est-ce que je vous dis cela ? Donc j'ai commencé avec cette méthode. Mais il est vrai que si j'avais découvert la méthode de Claire Sant'Agostini, j'aurais plongé dedans tout de suite. Parce qu'en plus, elle était enseignante, donc c'est très pédagogique, c'est très bien construit, c'est parfait, quoi. Oui. Non, c'est vraiment très très bien. Et puis on arrive à faire un peu on arrive à aller droit à l'essentiel du thème, quoi. Oui, c'est ça. Bon, il n'y a pas de dominante, mais c'est un peu la même chose. On arrive au même résultat à peu près. Oui, à part des angularités. Bon, on rejoint un peu la dominante. C'est un petit problème de langage, mais ça se recoupe. C'est ça, moi je pense que finalement, pour moi, François est vraiment un de ceux qui ont fait le lien entre André Barbeau et Claire Sant'Agostini. Oui. Mais il me semble que tous les astrologues aujourd'hui qui se respectent, finalement, c'est ce qu'ils appliquent. Hein. Oui, mais complètement. Les angularités. Ben oui. Alors ils appellent ça comme ils veulent. Mais c'est la même chose. Hein. Un Uranus qui est collé à l'ascendant, ça marque la personne. Hein. Voilà. Il n'y a rien à faire, il est marqué par Uranus. Hein. Et finalement, dans les livres, on le voit, Claire Sant'Agostini, quand même, première règle de valorisation, les angles, maître d'ascendant. Donc finalement, mais ça a le mérite d'être vraiment très clair. Ah oui, l'astrologie du débutant, il est parfait. Hein. Voilà. Il est vraiment très très bien pour commencer. Hein. Ah oui. Et puis elle aimait la synthèse. Hein.
François me racontait toujours un devoir écrit qui était trop long. Qui était fleuve. Voilà, oui. C'est ça. Ouais. Il était disqualifié. Arriver à l'essentiel, c'est voilà. Ça. Oui. Problématique, synthèse, échappatoire. Voilà. Et vraiment. C'est un peu la dialectique thèse, antithèse, synthèse. Voilà, c'est ça. C'est la même chose, hein, en fin de compte. Oui. Et puis avec une définition très claire de chaque planète, Saturne, la force du renoncement. Enfin voilà. C'est une très belle définition de Saturne. Oui, absolument. Alors évidemment, tout cet enseignement là, on va dire traditionnel, pour résumer, c'est vrai qu'il se perd aujourd'hui, je trouve. C'est-à-dire que, comme je dis toujours, les jeunes astrologues veulent arriver à Uranus sans en passer par Saturne. C'est ça. Exactement. Vite, l'apprentissage, vite. Ils ont 2 ans de pratique, ils ont créé leur chaîne YouTube, ils écrivent un bouquin. Ah, ça va vite, hein. Alors, il y a la passion, c'est vrai qu'on ne peut pas dire, mais voilà, ça manque un peu de structure, de structure, oui. Alors bon, après, il peut y avoir... il y a la fougue de la jeunesse, et après, il y a peut-être Saturne qui va arriver derrière, qui va peut-être les prendre par le col en disant, allez, hein. Oui, je suis d'accord. Quand je vois des astrologues qui commencent par les astéroïdes, la lune noire, c'est comme si de faire les racines carrées avant de savoir faire 2 plus 2. C'est un peu ça, oui. Ah oui, les astéroïdologues, je les appelle. Ceux qui travaillent uniquement avec les astéroïdes, il n'y a plus de planètes. C'est ça. Il n'y a plus de soleil, il n'y a plus rien, oui, je sais. Et si on pose tous les astéroïdes dans un thème astrologique, ils ressemblent à une boîte de petits pois. Bah oui. Je ne sais pas comment ils font pour interpréter... Oui, enfin voilà, donc il y aura peut-être un nouveau courant d'astrologie qui va jaillir de tout ça, je pense. Avec certainement l'avancée des cycles planétaires en 2026, on va basculer dans un nouveau paradigme. Hein. Et je pense que l'astrologie va peut-être être revue dans sa forme, sa façon, c'est clair. Hein. Ou sinon, elle meurt. Hein. Parce qu'André avait dit une chose à l'époque, je me rappelle, ça ne m'avait pas plu, on en avait parlé ensemble. Et il le dit dans la conclusion du documentaire que j'ai co-réalisé avec Fabrice Maz. Il dit l'astrologie va se fondre dans un autre courant. Et je lui avais dit oui, mais André, l'astrologie va devenir une porteuse d'eau alors. Parce que l'astrologie, elle a son propre langage. Vraiment, hein. Et elle l'écoutait, elle allait se fondre dans un autre courant, donc s'intégrer. Alors, un vaste développement personnel. Voilà, alors évidemment, ça peut diluer l'astrologie, elle peut perdre un peu de sa vertébralité pour un peu se... On verra bien, on va être confronté à ce nouveau... On va voir ce qui va se passer, hein. Ça c'est la grande inconnue. Hein. Ouais. Mais c'est sûr qu'il faudra qu'il y ait un renouveau de l'astrologie. Alors renouveau, ça ne veut pas dire n'importe quoi. C'est comme... Bien sûr. On dit que... Alors, François Villet avait écrit un livre sur la précession des équinoxes. Oui. Alors, est-ce qu'on est dans l'ère du Verseau ou pas? N'empêche que... le Verseau, on le sent quand même, mais on voit toujours Uranus dans le Verseau, on oublie Saturne. Oui, tout à fait. Pour aller de l'avant, il faut toujours puiser dans les racines et dans la tradition, en fait. Ouais. Alors, c'est vrai qu'on n'est pas encore dans l'ère du Verseau. Au niveau astronomique, on est encore loin. Hein. Mais il y a encore du temps. Hein. Mais bon... Pluton va rester 20 ans en Verseau, hein, à partir du 19 novembre 2024, ça y est, il rentre définitivement 20 ans de traversée sous la maîtrise d'Uranus. Ouais. Il va s'en passer là. Avec le beau trigone à Uranus, c'est vrai qu'on peut espérer quand même. Et puis, il va y avoir le trigone d'Uranus pendant 7 ans, enfin pas tout à fait 7 ans, mais durant une période, et Neptune au sextile. Oui, il va y avoir quand même quelque chose là. Ça va être intéressant de voir ça. Hein. Ouais. Oui. Alors c'est sûr que pour des astrologues comme André et François, c'est sûr qu'ils nous ont laissé une grande richesse, quoi. Hein. Un socle énorme. Sur lequel on peut s'appuyer. Ouais. Alors d'ailleurs, dans le thème de François, je ne sais pas si on peut voir tout ça, parce que je le vois sur la table, là. Hein. Tenez. Ouais. Et alors, François était né le 2 janvier 1936, à 3h18, 11 minutes. Ça, c'est une heure qui a été corrigée, non? C'était l'heure qu'il donnait, lui. Oui, mais ça, à mon avis, parce que 3h18, 11 minutes, en 36... Oui, il a dû, ouais. Je vois bien François corriger un peu. Ouais. Enfin, tout au moins, j'imagine. Hein. Oui, alors Capricorne a son en Scorpion déjà. Hein. On a du Saturne Pluton. Hein. Ouais. Et oui. Avec un Saturne au fond du ciel. Oui, alors ça c'est. Alors le Saturne au fond du ciel, ça a été un peu.
un peu sa vie, les épreuves qu'il a traversées aussi. Hein. Il est tout le temps malade. Et pas des moindres. Hein. Puis la disparition de son fils aussi, hein, tout ça. Non, on sent qu'il était marqué par ce poids saturnien dans ses racines. Hein. Et puis sa santé très fragile. Alors, parce que c'est vrai que François, on oublie de dire que c'était quand même une présence physique. Hein. C'est un corps. Un personnage, il était là, mais alors il était très fragile de santé. Qu'est-ce qu'il a eu comme pépin de santé Oui, des accidents à n'en plus finir. Ah oui. Dès 3 ans, il avait la hanche qui était abîmée. Et tu vois, on voit dans son thème Mercure, qui est dans l'axe 3-9, qui est l'axe des déplacements, des voyages, et il a à l'opposition Mercure-Pluton, qui marque effectivement donc, l'étranger ce était risque. Déjà marqué. Oui. L'écrivain, le chercheur. Ah oui, voilà, il y a tout là. Il a une conjonction Soleil-Mercure quand même qui est là, hein, elle est là, une lune en Bélier au trigone de Jupiter. Oui, alors ça, il se plaisait à dire que la lune en maison 5 en Bélier, c'était son école de femmes de tête. Oui, c'est vrai. Parce qu'il avait surtout des femmes comme élèves. Oui. Alors c'est vrai que l'astrologie est en majorité très féminin, quand même. Hein. Même moi en consultation, je reçois 90% de femmes pour 10% d'hommes et encore. Je suis large pour les 10%. Hein. Ouais. Alors c'est sûr pour François, avec une lune Bélier 5 au trigone de Jupiter, là, c'était gagné. Hein. C'était gagné. Mais il a toujours été entouré de femmes. Hein, oui, c'est un indice de popularité, un Jupiter Sagittaire, hein. Puis une Vénus en Scorpion au trigone de Pluton quand même. Ça. Alors ça, il l'aimait pas, hein, sa Vénus Scorpion. Au trigone de Pluton. Ah, il l'aimait pas, il l'aimait aussi, ça dépend. Hein. Après, il faut voir. Oui, mais c'est vrai que c'est une Vénus qui est douloureuse, quoi. Ouais, ça, il insistait beaucoup là-dessus. C'est vrai qu'elle est dans le monde de Pluton, hein. C'est vrai. Ouais. Et quant à son Saturne en 4, là, il reprenait toujours le complexe d'orphelinat dont parlait André Barbeau. Hein. Ça, oui, il l'avait en 4, en François. Oui, ça. Il a eu des parents, mais bon. On en avait beaucoup parlé. La chaleur du foyer, ça manquait quand même. Hein. Le maître du signe solaire et de Mercure, quand même. Hein, donc, ça l'a quand même beaucoup marqué. Hein. Cette opposition Saturne-Neptune, quand même, pour se structurer, ça n'a pas été si évident. Hein. Enfin, l'opposition, elle est large quand même. Hein. 16 degrés, 6 degrés. Il la comptait. Il la comptait, lui. Oui, quand même. Oui. Alors évidemment, il est parti au moment du retour de Saturne, pointe de 4, et puis l'opposition de Pluton à Pluton 1. Ouais. Il est parti à ce moment-là. Et puis un Uranus en 6 quand même. Hein. Oui, pour les accidents, les maladies. Oui. Et là, on voit que la structure était fragile, quoi. Hein. Mais il y avait l'ouverture. Il a quand même un encadrement Neptune-Pluton, hein, son MC. Hein. Ouais. Hein, voilà, c'est tout. Là, on a tout François pratiquement. Hein. Neptune-Pluton. Un Neptune vierge, donc quand même contrôlé par Mercure. Donc c'est pas un Neptune qui va trop vagabonder, délirer, bien relayé à Soleil-Mercure. Ah oui, c'est puissant, hein, ce trigone. Oui, très beau. En signe de terre, tout. C'est ça, c'est son école, c'est la transmission de la méthode globale de Claire Sant'Agostini. On retrouve tout là. On retrouve tout là. Ah oui. Et puis ce puissant Jupiter, effectivement. Ah oui, il est beau, Jupiter Sagittaire. Oui, c'est un thème qui est très parlant, quoi. Ah oui. Est-ce que vous avez parlé de François Brousse? Ah oui, il m'en avait beaucoup parlé de François Brousse. Ah oui, il avait une grande admiration pour Brousse. Aussi, Ah oui, il m'en avait beaucoup parlé. Ça avait l'air d'être un sacré personnage, lui aussi. Oui, il m'en avait beaucoup. Visionnaire. Il avait été très marqué par François Brousse, oui. Qui avait beaucoup travaillé aussi sur Nostradamus, je crois, entre autres. C'était pratiquement un mentor pour lui, François Brousse. Hein. Il est parti à Perpignan pour rejoindre et créer une revue Sources et Flammes. Oui, il m'en avait beaucoup parlé. Ah oui, c'était un personnage... c'est des figures qui correspondent à une époque, tout ça, hein, François Brousse, tout ça. Puis alors François avait ce côté, justement ce Jupiter, là, dans son thème que je voyais en Sagittaire, il était fasciné par les gourous. Mais ces personnages qui avaient un rayonnement énorme, il adorait Papus, donc il adorait François Brousse, il était fasciné par ces personnages-là. Hein. Ça le fascinait. Ouais. Mais en même temps, je me souviens une fois, je l'avais appelé affectueusement, je l'avais appelé mon gourou. Il m'a dit, mais je me gourre où? Étymologiquement, gourou, ça veut dire celui qui dissipe les ténèbres. Hein. Alors maintenant, c'est devenu un terme un peu péjoratif. C'est vrai, mais à l'origine, c'est ça. Hein. Et il a quand même un Jupiter en maison 1. Hein. C'est ça. Ah oui, il est en 1 dans Jupiter. Hein. Ah oui. Voilà. Oui, alors François Brousse, parce qu'il racontait que, en fait,
justement à propos des vies antérieures. Il pensait qu'en fait, dans une vie antérieure, José Lugol était l'épouse de François Brousse et lui, c'était leur fils. Et alors François Brousse venait la nuit chez José pour déplacer des objets et tout ça. Enfin, c'était... Ah oui, alors ça, c'était... Oui, ça, c'est vrai. Puis il y avait aussi, je crois que José, avait dit à André Brère qu'il il avait vécu à l'époque de Victor Hugo et qu'il avait eu un lien avec Victor Hugo aussi. Oui. André Brère, des éditions traditionnelles, je me souviens de ça aussi. Oui, oui. Bah d'ailleurs, ils ont écrit un excellent livre tous les deux, là, l'astrologie des c'est un très bon livre, excellent livre, très bien. Bah oui, et d'ailleurs, il travaille sur le thème de Victor Hugo, je crois, hein, si j'ai bonne mémoire. Hein. Oui. Oui. Toutes les situations sont de Victor Hugo. Oui, c'est ça. Oui. Et très bon livre. Bah oui, il est original à plus d'un titre, ce livre. Parce que d'une part, contrairement à tous les livres d'astrologie que j'ai lus, au lieu de commencer par le bélier, le taureau, alors il insiste beaucoup sur la valeur d'axe. Et il commence par l'axe Cancer-Capricorne. Oui. Et donc il m'avait raconté, effectivement, donc ils avaient toutes les œuvres complètes de Victor Hugo pendant qu'ils écrivaient ce livre. Ils cherchaient une citation en particulier, pof, ils prenaient un livre au hasard et ils tombaient dessus, quoi. Ouais. Ils étaient guidés, quoi, quand ils l'ont ouvert. Ah oui, c'est Victor Hugo, le personnage central, hein, je crois, de ce livre. Oui. C'est un très très bon livre. Qu'il considérait comme un authentique maître spirituel. Hein, Victor Hugo, il avait une grande admiration pour Victor Hugo, on comprend. Bah oui. On peut se comprendre. Oui. Quand même. Donc, Victor Hugo, personnage très jupitérien aussi, pareil. Bah oui. Voilà. Hein, c'est Jupiter, Neptune. Voilà. Moi, ce que j'aime beaucoup aussi dans le livre, c'est qu'il y a vraiment un style, quoi, un style littéraire. Oui. Et bon, après, moi, je lui avais envoyé certaines personnes en consultation. Bon. Il faut dire que c'était assez à l'ancienne, hein, quand même. Il n'y allait pas avec le petit dos de la cuillère. Quand il avait quelque chose à dire, il n'allait pas brosser dans le sens du poil. Oui. Et puis alors, c'est vrai que moi je l'avais consulté une fois, c'était pour la chinoise et l'occidentale. Curiosité. Même, c'était en 2018, je l'avais appelé à Perpignan. J'avais dit, tu peux pas me faire un petit topo de chinoise pour voir si ça recoupe, moi, mes trucs. Alors, on avait fait ça par téléphone. Et puis alors il avait le côté très global, il synthétisait le thème, puis quand il avait dit ce qu'il avait à dire, c'était fini. Hein. Il disait plus un mot. Alors évidemment, en consultation, on est là, il avait dit ce qu'il avait à dire. C'était fini pour lui, il n'avait plus rien à rajouter. Alors évidemment, là, les gens regardaient la toquante. En 30 minutes, c'était plié, quoi. Ah oui, alors il y a des gens à qui ça, c'était... oui, parce qu'en bon saturnien, il préparait le thème, voilà, mais une fois que c'était pas... Oui, puis c'est vrai qu'il était cash, hein. Ouais. Ah, il n'était pas dans le développement personnel. Hein. Ouais. Mais il pensait que la meilleure façon, c'était de prendre conscience des affects, des affaires. Bah oui, c'était la méthode Scorpion-Capricorne. Hein. Capricorne-Scorpion. Hein. Voilà. Et oui. Alors évidemment, ça peut très bien, à des gens qui sont un petit peu fragiles, ça peut un peu très bien ne pas leur convenir. Ça peut être un peu trop frontal. Oui. Mais en même temps, c'est pareil, c'est très bien décrit dans Précision des équinoxes, où ils reviennent sur une consultation donnée d'ailleurs par José et par François. Et en fait, il travaille tellement la personne qu'il y a une prise de conscience. Et au final, la personne peut se dégager de ses motivations inconscientes et prendre en main des affaires qu'il a tracassées inconsciemment. Oui, c'est... Oui, alors après, la motivation de François, c'était toujours une quête vers la connaissance, quoi. Il y avait un côté insatiable. Hein. C'est ça. Hein, c'est ce carré Jupiter, Saturne, Neptune qu'il a dans son thème, là. Hein, dans son thème, il y avait un côté insatiable, quoi. Il avait besoin toujours de passer à autre chose, par contre. Hein. Il ne pouvait pas se cantonner dans un périmètre de connaissances. Il fallait toujours qu'il découvre. Et ça, c'est ce merveilleux Neptune qui est là, en 10, au trigone de Soleil-Mercure. Hein. Cette ouverture. Hein. Et puis Mercure opposé à Pluton. Alors évidemment, cette opposition, on peut l'avoir critique par rapport à ce qu'il a connu.
des accidents, mais en même temps, c'est le Mercure, le Hermès qui plonge dans le monde de Hadès. Eh ben oui. Donc, pour un astrologue, c'est très bon. Bah oui, surtout sur l'axe 3-9. Voilà, exactement. La connaissance. Donc, la connaissance par les gouffres, les profondeurs, donc le côté vie antérieure, karmique, qui l'attirait aussi beaucoup. Hein. Mais il ne pratiquait pas l'astrologie karmique. Non, du tout. Par contre, non. Enfin, pour lui, un thème était karmique de toute façon. C'est vrai, on peut dire que c'est le karma. Voilà. Notre thème, c'est le karma. Voilà. C'est le résultat, effectivement, des vies passées. Tout à fait. Et qu'on doit vivre. Bon, Fabrice, je vous remercie infiniment. Eh bien, c'est moi qui vous remercie de m'avoir donné l'occasion de parler de François. Et je renvoie les spectateurs aussi à votre chaîne YouTube, à vous. Vous faites des thèmes, vous parlez de l'actualité. Oui, j'ai un site internet aussi, voilà. Où j'écris des articles, enfin voilà. Oui. Voilà, donc il y aura au générique, il y aura pour les personnes qui veulent retrouver vos articles et votre chaîne. Eh ben, merci beaucoup. Merci à vous. Merci, au revoir. Au revoir. Que la nature morte est belle, belle au temps du scorpion, et rouge et noir et or, trop belle pour sa transformation. Quand je retournerai d'où je viens, c'est-à-dire au sein de la terre, quand j'irai retrouver les miens dans les vibrations de l'éther, j'espère que ce sera en novembre, ce joli mois des chrysanthèmes, sous un ciel aux couleurs de l'ambre, au moment marqué dans mon thème, quand la nature morte est belle, belle au temps du scorpion, et rouge et noir et or, trop belle pour sa transformation. De belles dames vêtues de noir, au doux visage de Madone, me suivront sur le boulevard, foulant aux pieds les feuilles d'automne, fermer les yeux sur l'ici-bas et m'endormir une fois pour toutes, puis les rouvrir sur l'au-delà pour un autre morceau de route, quand la nature morte est belle, belle au temps du scorpion, et rouge et noir et or, trop belle pour sa transformation. Si les yeux des dames du scorpion, si ceux des hommes nés en novembre, sont plus beaux que l'étoile Orion, et noir et or et couleur d'ambre, c'est pour les fermer ici-bas, pour s'endormir une fois pour toutes, puis les rouvrir sur l'au-delà pour un autre morceau de route, quand la nature morte est belle.